Je m'appelle No Kum Sok. Je suis né en 1932 en Corée du Nord. Mon père travaillait pour une entreprise japonaise jusqu'en 1945 et j'ai fait toute ma scolarité sous le régime japonais. Donc je n'ai parlé que cette langue jusqu'en 1945. Après la défaite japonaise, l'armée rouge a occupé le nord de la Corée et nous nous sommes retrouvés sous un régime communiste. J'ai donc fait mes cycles secondaires et supérieurs sous ce régime que je méprisais. Mais pour continuer mes études, j'ai dû me débrouiller et j'ai voulu entrer à l'Académie navale pour bénéficier d'une formation supérieure gratuite. J'y ai été reçu en 1949. Quand la guerre de Corée a éclaté, ils ont eu besoin de cadets pour grossir les rangs de la force aérienne. Ils ne nous ont pas dit quel genre de mission ils avaient l'intention de nous donner. Tout ce que je savais, c'est qu'ils cherchaient des pilotes. J'ai eu la chance d'être sélectionné pour faire partie des 50 cadets. On nous a envoyés en Mandchourie où nous avons été entraînés par des Nord-Coréens pour le pilotage d'avions à hélice, des Yak-18 et des Yak-11. Et ensuite, les Russes nous ont appris à piloter des MiG, les MiG-15. Je n'ai jamais été communiste de ma vie. Et l'unique raison de mon engagement dans l'armée nord-coréenne était d'obtenir une éducation gratuite. Mais j'ai toujours cherché à m'en échapper. Fin 1950, lorsque les forces des Nations Unies s'approchaient du fleuve Yalu, elles avaient le contrôle de tout l'espace aérien nord-coréen. Et la Corée du Nord n'avait aucune force aérienne, tous leurs appareils étaient détruits. Les avions américains survolaient tout le pays, n'importe quand, et larguaient leurs bombes partout. C'est à ce moment-là que les Russes ont décidé de sortir les MiG. Ils ont envoyé des pilotes sans expérience, qui venaient de passer des Lavochkin à hélice aux MiG-15, et ils n'étaient pas bien entraînés pour combattre. Ça a été la première fois que les Américains se sont trouvés face à des MiG. Au printemps 1951, la division d'élite russe était commandée par Ivan Kozedub. C'était un as russe, plusieurs fois décoré. Il avait abattu 62 avions allemands. Sa division défendait Moscou contre d'éventuelles attaques aériennes américaines. Elle avait reçu ordre de Staline de stationner en Mandchourie pour former des pilotes nord-coréens sur MiG. Et c'est là-bas que nous avons fait connaissance avec eux début 1951. Ils nous ont pris en charge pendant environ un mois. Et un jour, ils ont été envoyés au combat. C'est à cette époque que la Russie a envoyé ses meilleurs pilotes de MiG pour faire la guerre en Corée. Ils se sont battus du printemps 1951 à février 1952, avec succès. Dès que la division russe s'est trouvée engagée dans la guerre, au printemps 1951, elle s'est attaquée à tous les B-29, ainsi qu'aux F-80 et aux F-84, et elle a remporté pas mal de victoires. C'est pourquoi les B-29 ne pouvaient plus voler de jour, et ils ont commencé leur mission de nuit en 1951, fin 1951. Ils ont réussi à arrêter les avions des Nations Unies. Et cette division russe d'élite est restée opérationnelle jusqu'en février 1952. L'apparition du MiG-15 en Corée a été une surprise. Nous n'étions pas étonnés de son existence. Nos services de renseignement savaient que les Russes avaient fabriqué le MiG-15. Ce qui nous a étonnés, c'est qu'il soit apparu en Corée. À l'époque, nous le combattions avec nos Lockheed F-80 et nos North American P-51 de la Seconde Guerre mondiale. Les F-80 faisaient de leur mieux, mais en face, il y avait un appareil à haine en flèche de premier ordre
engagés dans ce conflit régional, fabriqué par nos principaux adversaires de la guerre froide. Nous devions impérativement savoir non seulement de quoi cet avion était capable, mais nous en procurer un pour découvrir ce qu'il pouvait faire. Jusqu'en 1952, le sanctuaire de Mandchourie existait. Les F-86 n'avaient jamais traversé le Yalu pour pénétrer l'espace aérien de Mandchourie. Nous avons envoyé des F-86 presque tout de suite. Une escadre de F-86 destinée à l'Europe a été arrêtée à bord d'un porte-avions dans un port du New Jersey. On a débarqué les appareils et les pilotes sont repartis en Californie, où on les a réembarqués sur un autre porte-avions. Ils ont été envoyés en Corée pour affronter les MiG-15 qui abattaient les B-29. Et à partir d'avril 1952, plus de protection. Les F-86 sont arrivés tout d'un coup. Avec en plus des pilotes russes sans expérience, la guerre a pris un autre cours. Les Russes ont commencé à perdre des MiG en quantité. Il nous fallait à tout prix savoir quelle était leur technologie. Les Russes avaient-ils vraiment trouvé quelque chose de nouveau? Ce petit avion à aile en flèche était-il supérieur à notre F-86? C'était à l'époque le meilleur avion de notre arsenal. C'était le F-15 de son temps. Le F-86 était un rêve pour tous les pilotes de combat. Tout le monde, je crois, essayait d'imaginer un moyen de pousser un pilote nord-coréen ou de n'importe quelle autre nationalité à nous livrer un MiG-15 pour que nous puissions l'examiner et le faire voler. Quelqu'un a eu cette idée. Pourquoi ne pas larguer des tracts sur toute la Corée du Nord et dire aux pilotes de MiG-15 « Si vous nous amenez un de vos appareils, nous vous donnerons 50 000 $. Le tract stipulait en outre que le premier pilote qui nous livrera un MiG-15 avec tous ses armements aura 100 000 $. Ces tracts ont été largués, je crois, pour la première fois en avril 1953 par des B-29 la nuit, et puis encore pendant 3 nuits. Je crois qu'aucun pilote de MiG n'a jamais pu voir ces tracts, parce que tous les appareils étaient stationnés au nord du fleuve Jaune, en Chine. Pour qu'ils puissent les voir, il aurait fallu les larguer de jour, sur les terrains d'où ils décollaient. Mais c'était impossible. Les B-29 ne volaient plus de jour à cette époque. D'ailleurs, ils ne volaient même plus de nuit. L'opération avait été dénommée Opération Moula. Moula comme argent. Il y avait encore autre chose avec cette opération. En supposant que quelqu'un ait pu lire les tracts, ces 100 000 $ ne voulaient rien dire, parce que les gens ne connaissaient pas le cours du dollar. En Chine, mon salaire, dont je n'avais d'ailleurs pas besoin pour vivre puisqu'il fournissait tout, était de 50 000 yuan chinois, à peu près l'équivalent de 50 $, 50 $ américains. Donc, en supposant qu'ils larguent des tracts proposant même $1 million, ça ne voulait rien dire pour eux. Ils ne savaient pas à quoi ça correspondait. Autre chose, comment pouvaient-ils être sûrs qu'ils allaient vraiment toucher l'argent? Ils pouvaient se demander si ce n'était pas seulement un appât pour venir et s'entendre dire « Maintenant débrouillez-vous ». Pendant toute la guerre, j'ai pensé à m'échapper, mais c'était pratiquement impossible. Parce que, en pleine période de guerre, si je fuyais la Corée du Nord par avion, supposez qu'un avion sud-coréen ou un F-86 américain me tire dessus. Qu'aurais-je pu faire? Rien. Parce qu'ils auraient pensé que j'étais un avion de combat essayant d'attaquer les bases américaines. Au mieux, j'aurais sauté en parachute, et avec un peu de chance, j'aurais été prisonnier de guerre. Je n'aurais pas pu prouver que je m'échappais, donc je ne l'ai pas fait pendant le combat. J'ai attendu le moment où, stationné près de la zone démilitarisée, j'allais pouvoir, à la première opportunité, décoller rapidement, foncer vers le sud et me poser le plus vite possible sans être détecté.
C'est cette chance que j'attendais. Et le 21 septembre 1953, elle s'est présentée. La veille, on m'avait dit que je serais le premier à décoller de ce terrain. En fait, ce terrain était une base nouvellement remise en état, à 12 km au nord de Pyongyang, qui avait été construite en secret pendant la période d'hostilité. Mais la piste n'avait jamais été utilisée à cause des bombardements incessants des avions de l'ONU pendant la guerre. Après le cessez-le-feu, ils l'ont récupérée et l'ont remise en état pour juste permettre aux avions de décoller. À ce moment-là, les appareils étaient amenés discrètement de Mandchourie à l'encontre des accords de cessez-le-feu, démontés et emballés dans des caisses en bois et acheminés par chemin de fer jusqu'au terrain de Tsunan, à 12 km au nord de Pyongyang. Ensuite, ils étaient remontés rapidement. Je n'ai pas décollé tout de suite, parce que j'ai dit au suivant de partir avant moi, pour que mon absence ne soit pas remarquée trop vite. Je lui ai dit de décoller et de ne pas revenir trop vite, parce que je voulais voler un peu plus longtemps. J'ai décollé et j'ai pris la direction du nord, vers la frontière chinoise. Ensuite, j'ai viré à gauche vers la mer Jaune, qui sépare la Chine de la Corée, puis j'ai encore viré à gauche vers le sud, puis vers Pyongyang à l'est. Et c'est là que je me suis dit, c'est le moment. J'y vais ou je n'y vais pas. Mon cœur battait très fort. Alors je me suis dit, enfin, je n'ai pas le droit, je ne dois pas. J'ai pensé que je n'étais pas trop maltraité en tant que pilote de la force aérienne. Et l'instant suivant, je me suis dit que si je n'y allais pas, je ne quitterais probablement jamais ce pays communiste, un des pires qu'on puisse imaginer. J'ai donc décidé, j'y vais. Quelques instants plus tard, la tour de contrôle m'a appelé par mon nom de code. Mon numéro de code était 87. 87 plus une lettre. La lettre voulait dire « No Kumsok, où es-tu donc ?» Il continuait à m'appeler, mais mon esprit était concentré sur la façon dont j'allais me poser. Et juste à ce moment-là, j'ai vu la piste de Kimpo. C'était une piste étrange, sombre, grise. Je n'avais jamais vu une piste comme celle-là. Elle était faite en plaque d'acier PSP, qui est gris foncé, et c'est ce qu'on utilise pour les terrains avancés provisoires en période de guerre. Je la voyais parfaitement bien. J'étais très heureux, et je me suis dit, voilà une piste, il faut que je me pose. Pendant ce temps, la radio continuait de m'appeler. Je n'ai pas répondu. Ensuite, j'ai simplement fait mon approche. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait 4 avions qui tournaient autour de la piste, des F-86 qui faisaient des touch and go. Ensuite, j'ai compris que le vent venait du nord, et moi aussi je venais du nord. Et bien entendu, je ne pouvais pas refaire une boucle, parce qu'on risquait de me tirer dessus. Je me suis dit, ok, il faut que je me pose tout de suite. Et je suis descendu tout droit vers la piste. Mais comme le vent venait du nord, je ne descendais pas rapidement. Je voulais que l'avion aille plus vite. Heureusement, il a graduellement perdu de l'altitude et à environ la moitié de la piste, j'ai touché le sol. Au risque d'une collision frontale, je l'avais fait. J'étais heureux. J'avais réussi. Je criais « Je suis libre ». Ensuite, je savais ce qu'il fallait faire. J'ai roulé jusqu'au bout de la piste, puis j'en ai pris une autre, une bonne petite piste bien étroite qui conduisait à un virage. J'ai vu quelques F-86 parqués sur le côté, loin de la piste. Et j'ai roulé jusqu'au F-86. Puis j'ai vu qu'il y avait un espace entre 2 F-86. Et je m'y suis engouffré, comme si c'était ma place habituelle. Et j'ai ouvert la verrière. À ce moment-là, j'ai attrapé le portrait de Kim Il-sung, le chef audacieux de la Corée du Nord. Son portrait était toujours fixé en haut du cockpit, au-dessus des instruments. Je l'ai arraché brutalement, je suis descendu de l'avion et je l'ai jeté sur la piste en béton. Je m'en suis débarrassé.
Quelques minutes plus tard, j'ai vu des pilotes de F-86 qui se précipitaient. Ils ne comprenaient pas. Ils avaient les yeux écarquillés. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cet avion? Tout ce qu'on a pu faire, c'est se serrer la main. Un grand type est arrivé et il m'a serré la main. Je n'ai rien dit, je ne parlais pas l'anglais. Quelques minutes plus tard, je suis remonté dans l'avion pour suivre la procédure correcte d'extinction du moteur. Il fallait faire tourner le réacteur éteint avec un moteur électrique auxiliaire pendant quelques minutes, puis le couper définitivement. J'ai coupé le système et je suis redescendu. Après, devant l'avion, j'ai encore serré des mains et environ 30 à 40 pilotes de F-86 sont arrivés autour de moi. Ils n'avaient jamais vu cet avion de près et moi, je n'avais jamais vu les F-86 juste à côté de moi. Je ne les apercevais qu'au moment des combats aériens et je me suis dit, je n'ai jamais vu cet avion d'aussi près. On examinait nos machines respectives. Ensuite, je me suis dit, mais ils ne font rien. Je ne peux pas rester comme ça toute la journée et j'ai pensé à quelque chose à dire. Alors j'ai crié « voiture », un mot que j'avais appris à l'école. Je l'ai répété plusieurs fois. Ils étaient tout surpris que je prononce ce mot. Un des pilotes de F-86 a pensé que je voulais aller quelque part en voiture. Il a été chercher une Jeep avec 2 pilotes et il est revenu en s'arrêtant juste devant moi. Et ils ont dit « voilà une voiture ». J'ai sauté sur le siège arrière et ils m'ont conduit au quartier général de la 50e Air Force. Le lendemain, on m'a apporté le journal sud-coréen. Il parlait de la récompense de 100 000 $, dont je n'avais jamais entendu parler. Il a fallu que je confirme à la presse que je n'étais pas au courant. Le chef du service de renseignement de la 50e Air Force, le colonel Nicholson, est arrivé avec un interprète en hélicoptère. Je suis monté dans l'appareil et nous sommes allés dans les locaux des services de renseignement, près de Séoul. Là, on a attendu 2 heures et une demi-douzaine de nippo-américains qui travaillaient pour le gouvernement américain sont arrivés. Ils parlaient japonais et anglais et ont fait office d'interprète. Ils m'ont posé des milliers de questions. Ils me demandaient toutes sortes de choses. Et le lendemain, j'ai donné une conférence de presse, la première de ma vie. J'étais impressionné de voir toutes ces caméras et ces flashs. 2 jours plus tard, je suis parti pour Okinawa, pour des raisons de sécurité, et pour effectuer les essais en vol du MiG. À Wright Field, j'ai reçu un coup de fil du général Boyd, mon grand patron. À l'époque, je n'étais que capitaine, et les capitaines n'ont pas l'habitude de recevoir des coups de téléphone d'un général. Le général Boyd m'a dit « Tom, rentrez chez vous, prenez votre tenue de vol et 2 parachutes, un dorsal et un parachute de siège. Emmenez des vêtements. » J'ai répondu « Quelle sorte de vêtements ?» Il m'a dit « Je pense que des vêtements d'été seront plus appropriés. Je ne peux pas vous dire où on va, mais nous allons essayer un avion et vous ne pouvez pas dire à votre femme où vous allez. » Je suis rentré chez moi. J'ai dit à ma femme « Je m'en vais. Je ne sais ni où ni quand je reviendrai. » On est parti avec un gros avion de Wright Field. Je dis bien Wright Field, pas la grande base de Wright-Patterson, Wright Field, qui s'appelait encore McCook Field, du temps des frères Wright. On a décollé de là, on s'est arrêté en Californie pour prendre Chuck Yeager, et on a commencé notre traversée vers Okinawa. C'est seulement quand nous étions au-dessus de la mer que le général Boyd nous a appelés dans le cockpit, Chuck Yeager et moi. Il a dit, les gars, on part essayer un MiG-15. Un pilote a déserté et nous en a amené un à Kimpo. Ils vont nous l'amener à Kadena et on y va pour l'essayer. Et il m'a dit, Tom, c'est toi qui seras le premier à l'essayer. Et Yeager a râlé. Il voulait bien entendu être le premier à l'essayer et je peux le comprendre. Mais le général Boyd a dit, je veux que ce soit Tom qui l'essaie en premier, parce que Chuck, vous avez eu droit à beaucoup de premières. Je venais de battre le record du monde de vitesse le 1er septembre à bord d'un F-86D lors de la fête nationale de l'aviation à Dayton, et je me suis dit, combien de coups de chance peut avoir un pilote de combat, un pilote d'essai, un capitaine en moins d'1 mois? Battre le record du monde de vitesse le 1er septembre et voler sur un MiG-15 avant la fin du même mois, j'étais aux anges.
Il y avait toutes sortes d'experts, des spécialistes en mécanique, en hydraulique, des aérodynamiciens, des gens de service de renseignement. Ils venaient d'un service appelé ATIC, situé à Wright-Patterson, le centre de renseignement technique de l'air. C'était eux qui rassemblaient tous les renseignements sur les avions et les équipements étrangers. Boyd a dit « Descendez avec les autres, examinez ce MiG-15 sous toutes les coutures, et comme vous allez être le premier à le piloter, il faut que vous en sachiez le plus possible sur cet avion. Ensuite, vous brieferez Chuck Yeager, et après, vous m'expliquerez. » Il a ajouté « Je ferai un vol, puis vous et Chuck alternerez les vols d'essai. » En attendant, nous nous inquiétions de la limite de 48 heures. Le département d'État nous avait signalé par radio que, selon la réglementation internationale, l'avion devait être rendu dans les 48 heures si les propriétaires légitimes se manifestaient. Nous savions que la pression allait être d'autant plus forte sur nous. Le département d'État avait formulé son message au monde entier de la façon suivante. Si les propriétaires légitimes de ce MiG-15 se présentent, nous leur rendrons l'avion. Stratagème du département d'État pour obliger les Russes à admettre qu'ils étaient largement impliqués dans la guerre de Corée. Et apparemment, ils ne le voulaient pas, bien que cela soit totalement exact. Avec ces essais en vol du MiG-15, nous espérions démystifier cet avion, prouver que les légendes créées autour de lui étaient fausses. Il faut bien savoir une chose. Les pilotes qui font du combat aérien, qui affrontent d'autres avions, sont souvent induits en erreur par ce que l'appareil fait ou donne l'impression de faire. Et ils ont tendance à exagérer un peu. Je crois que c'est ce qui s'était produit parmi les pilotes qui avaient affronté le MiG. C'était un adversaire formidable. Il donnait du fil à retordre au F-86. Mais certaines des histoires qui se propageaient semblaient totalement incroyables. Il paraissait impossible qu'un avion de cette époque puisse faire les choses dont on parlait. L'avion était réassemblé quand nous sommes arrivés. Je suis allé au hangar après avoir été présenté à Noam Sook. Il ne parlait pas un mot d'anglais et moi, je ne parlais pas coréen. Nous avions donc un interprète. Je me suis assis dans le cockpit et il m'a dit à quoi correspondaient tous les interrupteurs et moi, je faisais des petites étiquettes pour les repérer. J'avais un interprète d'origine russe qui pouvait parler russe, polonais, chinois, coréen, anglais et japonais. Nous avions beaucoup de problèmes avec lui, car il ne comprenait rien au jargon de l'aviation. Un jour, il m'a fait rencontrer Tom Collins. J'étais sidéré de voir ce dernier convertir toutes les mesures des instruments de bord du système métrique au système anglo-saxon. Je comprends que les gens puissent avoir des problèmes à convertir les miles en kilomètres et les pieds en mètres. Collins m'a posé des questions auxquelles j'essayais de répondre, mais l'interprète était tellement tendu que je ne savais pas s'il transmettait le message correctement. Ken, c'est exactement comme il y a 40 ans. Tu étais exactement là. Et l'interprète était de l'autre côté. Je te posais des questions sur le viseur, sur les interrupteurs, et tu m'expliquais la fonction de chacun. Et moi, je la notais sur un petit morceau de bande adhésive que je collais à côté. Ce MiG-ci a été fabriqué en Chine. Mais sur celui que tu nous avais amené, tu te souviens, toutes les inscriptions étaient en russe. Alors je te posais des questions en anglais, l'interprète s'adressait à toi en coréen, et toi tu répondais, et puis il essayait de m'indiquer de quelles inscriptions en russe tu parlais. Ken, tu te souviens de ce soir où nous étions dans le hangar, quand je faisais mes étiquettes, quand Chuck Yeager est arrivé et qu'il a sauté sur l'aile, je crois, et qu'il a dit « Est-ce qu'il sait qui je suis ?» J'ai répondu « Je n'en sais rien. » Alors il m'a dit « Demande-lui. »
Alors moi, je lui ai dit, demande-lui toi-même. Alors, il a dit à l'interprète, dites-lui que je suis le commandant Yeager, le premier homme à avoir volé plus vite que la vitesse du son. Et j'ai vu dans ton regard que tu n'avais pas compris. Alors Yeager s'est penché dans le cockpit, il a montré le Mach-mètre et il a dit « Dites-lui que je suis le premier homme à avoir volé plus vite que Mach 1 ». Alors ton visage s'est illuminé et tu as dit à l'interprète « Oh, c'est le docteur Mach ». Yeager a presque rougi et il a dit « Docteur Mach est très vieux, il a une barbe ». Et on s'est mis à rigoler tous les deux. Yeager est parti et on ne l'a pas revu de la soirée. Ensuite, il a fallu décider quand nous allions faire le premier vol. La météo était épouvantable sur Okinawa. Le temps était tellement mauvais, il pleuvait si fort que l'escadre de B-29 qui bombardait la Corée du Nord était clouée au sol et que les gros avions ne pouvaient pas voler. Chuck Yeager et moi tirions le général Boyd par la manche. « Allez, patron !» On ne disait pas « patron », on disait « Allez, mon général, laissez-nous voler. Nous sommes deux pilotes d'essai expérimentés, nous savons comment faire voler cette machine. » Le général Boyd était tout aussi impatient que nous de faire voler l'avion. Mais si on le perdait à son premier vol, il craignait que nous ayons des ennuis, non seulement dans notre boulot, mais aussi avec le département d'État. Et le temps ne se levait toujours pas. Finalement, le mardi 29 septembre, Yeager et moi avons fini par persuader le général Boyd. Il a cédé. « D'accord, allons-y pour le premier vol. » Je me suis aligné en bout de piste, Yeager a décollé juste devant moi et il est resté sous les nuages. Le ciel était bas, il pleuvait un peu et la visibilité était très mauvaise. Je ne me suis jamais dit, me voilà dans un avion étranger que je n'ai jamais piloté. Dès que j'aurai décollé, je serai dans les turbulences. Je vais devoir piloter aux instruments dans un avion que je ne connais pas et avec des instruments étrangers. Je n'étais même pas inquiet. J'étais capitaine, pilote d'essai, plein d'assurance à cette époque. J'ai décollé. Yeager est arrivé et s'est approché de mon aile. Et on est entré dans les nuages. On est monté jusqu'à 6000 mètres. J'ai fait tout ce que nous devions faire pour ce premier vol. Tester le comportement, déterminer la vitesse d'approche, essayer de trouver les défauts de l'appareil. On a trouvé qu'il volait plutôt bien. Moi, je voulais surtout essayer d'en savoir le plus possible sur cette machine et apprendre à quoi servait chaque commande, tout en sachant que je ne comprenais pas le russe et que je ne pouvais pas lire les indications. Mais j'avais assez confiance dans ce que j'avais moi-même noté et dans ce que m'avait dit Nokom Sook. Il m'avait donné de l'assurance. Parce qu'à chaque fois que je lui avais demandé à quoi sert cette manette, il m'avait donné des réponses détaillées et précises et j'étais certain qu'il avait fait de son mieux pour m'expliquer tout ce qu'il savait de l'avion.